Je sais pas pour vous, mais je suis d'hyper bonne humeur. Franchement, il fait hyper beau dehors, les arbres prennent une jolie couleur orangée, rougeâtre, et je me suis dit, profitons de cette journée exceptionnelle pour filmer une vidéo. Aujourd'hui au programme, on va mélanger sushi et mafia japonaise, combat du ciel et de l'enfer et apocalypse. J'espère que vous êtes prêts. Hello, 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 j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va être un update lecture, donc une chronique fauconesque, puisque je vais vous parler des derniers livres que j'ai lus et vous allez voir qu'il y a plutôt de chouettes lectures. C'est des livres que j'ai lus durant le mois d'octobre et novembre et vous allez voir, on est mis feel good et pas feel good du tout. Hein. Donc il y a de quoi piocher. Il y en a pour tous les goûts. Alors c'est parti, on y va sans plus attendre. Le premier livre dont je vais vous parler, c'est Tokyo Vice de Jack Adelstein. Alors j'avais trouvé ce livre par hasard chez Gilbert Joseph et j'avais été intriguée par la couverture. Et il a suffi d'un simple coup d'œil au résumé pour réaliser qu'il s'agissait d'une autobiographie écrite par un journaliste qui s'était infiltré dans la mafia japonaise pour me convaincre. Ce livre a donc été écrit par Jack Adelstein lui-même et on va survoler environ 10 ans de sa carrière de journaliste au Japon. Initialement, Jake, il est juif américain et il est né au Missouri et en fait il va aller faire ses études au Japon dans les années 90 où il va réussir à décrocher un emploi dans l'un des plus grands journaux nationaux du Japon, qui est appelé le Yomiuri Shimbun. Et pour le coup, à l'époque, c'est un vrai événement historique puisque Jake va être le premier étranger, qu'ils appellent Gaijin, à intégrer un journal national au Japon. Jake va donc nous raconter les enquêtes et les affaires qu'il a suivies en tant que journaliste et comment graduellement il s'est retrouvé impliqué dans la partie brigade des mœurs et donc mafia japonaise. Il va donc devenir un journaliste proche des Yakuza et il va devoir trouver un équilibre entre son travail de journaliste et justement les contacts et les informateurs qu'il va avoir chez les Yakuza. Le problème, c'est que l'équilibre de cette position est assez quand même instable et assez dangereuse, ce qui fait qu'il va à un moment se mettre en danger, il ne va plus maîtriser les règles du jeu et il va devoir être protégé par le FBI parce qu'il aura froissé les personnes qu'il ne faut pas. Ce livre, c'est donc un condensé de sa vie au Japon où on va mêler vraiment la vie de tous les jours, sa vie de tous les jours de journaliste, comment il traite ses informateurs, comment aussi les Yakuza fonctionnent entre eux, l'évolution même des Yakuza au fil des ans, puisque l'organisation en elle-même a évolué dans ses valeurs, dans son fonctionnement, etc. Donc c'était vraiment hyper intéressant. C'est vraiment un parfait mélange entre un thriller, un livre autobiographique et un espèce de guide sur les vices du Japon des années 90, 2000. Personnellement, je l'ai dévoré, j'ai trouvé que vraiment la plume était hyper fluide, hyper lisible. À chaque fois, j'avais envie d'y revenir parce que j'avais envie de savoir ce que Jake allait devenir, ce qu'il allait advenir des affaires qu'il est en train de suivre. Jake, il a une plume qui est très fluide, presque humoristique, et c'est bien parce que ça permet d'alléger un peu le récit qui est très souvent sombre. Et ce que j'ai particulièrement aimé dans son écriture, c'est que il ne joue pas le dramatique, il ne joue pas sur le pathos. On voit vraiment qu'il a été journaliste, donc il relate essentiellement des faits. Et pour lui, rien n'est manichéen, c'est pas d'un côté les méchants, d'un côté les gentils. On évolue juste dans une espèce d'entre-deux gris plus ou moins sombre, et j'ai trouvé que c'était vraiment très agréable puisque il ne donne pas vraiment son opinion à travers ce récit, c'est simplement relater sa vie de journaliste. Tokyo Vice va donc décrire la société japonaise de l'époque et aussi dénoncer ses dérives. On va être témoin du changement de statut et de valeur des Yakuza qui passent de mafieux très respectueux de leur code d'honneur à des mafieux qui ne veulent que faire de l'argent sans considération pour les Japonais, ce qui n'était pas vraiment le cas des Yakuza de base. Et en fait c'est hyper intéressant et c'est ouf de voir comment justement ils ont réussi à prendre le pouvoir sur d'immenses institutions financières, politiques, immobilières au Japon et donc à contrôler vraiment de l'intérieur tout ce qui se passe. On en apprend aussi beaucoup sur le rôle de la police, sur le fonctionnement de leurs différents services et sur un peu le jeu et le rôle qu'un journaliste doit jouer pour gagner la confiance des différents informateurs. Et Jake dit lui-même que en fait, pour écrire ce livre, la partie la plus difficile, c'était la protection des sources puisque il a dû raconter beaucoup d'histoires mais en changeant des noms ou en taisant certains noms pour justement ne pas mettre en danger la vie de certains policiers justement toujours en vie parce qu'ils l'avaient peut-être aidé ou ils avaient peut-être trahi
certains membres de leur communauté pour lui fournir des informations. Et lorsqu'il est sorti en 2009, ce livre a vraiment pris le contre-pied de tout ce qui se faisait à l'époque, qui n'osait pas contredire les Yakuza, et notamment leur chef Tadamasa Goto. J'ai vraiment beaucoup aimé suivre les aventures de Jake, on s'attache vraiment beaucoup à lui, il parle un peu de sa vie de famille, mais surtout on voit tout ce qu'il a sacrifié, et vraiment aussi les désavantages d'un métier de journaliste, et qu'il a vraiment dédié sa vie pour dénoncer certains agissements en fait du Japon. Il a vraiment sacrifié sa vie de famille, il a sacrifié certains amis, il a sacrifié sa santé mentale presque pour justement défendre pour lui des causes qui étaient justes, mais c'était hyper touchant de le voir aussi évoluer et de voir que même lui, parfois il était perdu entre le bien, le mal, parfois il pensait bien agir et ça avait des conséquences négatives et vice versa, et c'était hyper intéressant de le voir évoluer et de le voir changer. Ce livre, c'est comme un documentaire non censuré en fait de certains aspects du Japon. Évidemment, c'est pas du tout exhaustif et ça relate beaucoup de choses négatives, mais il fait aussi beaucoup de choses positives évidemment. Mais je tiens à vous prévenir qu'il y a des scènes difficiles. On va parler de viol, on va parler de meurtre, on va parler de pédophilie, on va parler de prostitution esclavagiste. Donc il y a des scènes vraiment très dures. Et le fait de savoir que justement c'est réel, c'est pas quelque chose qu'il a inventé, mais de savoir que c'était vraiment comme ça à l'époque au Japon, c'est assez difficile à lire puisque justement c'est réel. Ce n'est évidemment pas le monde de Bisounours, c'est son quotidien, et en fait je pense que ça joue un peu sur la même fascination morbide que celle qu'on peut avoir en regardant des documentaires ou des séries sur des tueurs en série justement. Vous savez, un peu la même fascination qui fait qu'on essaye de comprendre comment et pourquoi certains humains plongent comme ça dans ces abysses de l'espèce humaine, d'essayer de comprendre comment un tel comportement et comment de tels instants sont possibles. C'est un peu le même genre de fascination et de curiosité. Alors évidemment, c'est un portrait qui est pas du tout exhaustif du Japon et qui est assez négatif, puisque lui, d'un point de vue journalistique, comme beaucoup de journalistes, il ne traite et il ne couvrait que des affaires à sensation, donc souvent des choses plus ou moins horribles de l'espèce humaine, n'est-ce pas? Dès qu'il y avait des choses positives, clairement ça fait pas vendre des journaux, donc t'en parles pas quoi. Mais il faut garder l'esprit ouvert, évidemment ce n'est qu'un portrait et un point de vue d'un journaliste sur une époque. Mais voilà, je pense que surtout ce qui est intéressant, c'est si vous avez d'autres ouvrages sur la même période, donc années 90, années 2000 au Japon, c'est intéressant de le croiser, je pense, avec cet ouvrage, parce qu'il y a des choses qui peuvent s'entrecouper et peut-être certaines choses peuvent en expliquer d'autres. Donc je pense que c'est intéressant pour l'esprit critique de coupler cet ouvrage avec d'autres du Japon de la même époque. Surtout à la fin, donc avec la principale affaire qui va mettre sa vie en danger, pareil, on est un peu sous tension pour lui. Surtout de nouveau, savoir que ça s'est réellement passé, ça ajoute un aspect tension supplémentaire qui est vraiment hallucinant. J'ai adoré le suivre, je savais rien sur le monde des Yakuza et j'ai trouvé que c'était hyper bien documenté et que c'était très intéressant. Il y a des explications un peu historiques ou des choses comme ça, mais c'est pas non plus, ça ne surcharge pas le livre, donc c'est pas du tout lourd. Il y a pas mal d'explications de termes japonais, d'expressions japonaises qui existent, qui est assez intéressante. Donc si vous aimez le thriller et si vous aimez le Japon, franchement foncez parce que c'était absolument captivant. Pas très fun tout ça, et si on partait sur quelque chose d'un peu plus humoristique. Puisque je vais maintenant vous parler de Bons Présages de Neil Gaiman et Terry Pratchett. Alors honnêtement, si vous voulez un livre qui va vous faire sourire à chaque chapitre et même rire à voix haute, je pense que vous ne serez pas déçus par celui-là. Alors dans cette histoire, on va suivre Aziraphale et Rampa qui sont respectivement anges et démons. Donc Aziraphale c'était l'ange qui gardait le jardin d'Éden et Rampa c'était le serpent qui a tenté Ève dans le jardin. Ils vivent tous les deux sur Terre et ma foi, ils se sont bien habitués à leur vie, ils ont commencé à aimer l'humanité, ils ont trouvé leur petit confort, leur petite routine, et finalement sur la Terre, ils se plaisent bien. Le problème, vous vous en doutez bien, c'est qu'on leur annonce la naissance du fils de Satan. Donc l'antéchrist même. Et qui dit antéchrist dit fin du monde, apocalypse, chevalier de l'apocalypse et tout le tralala. Le problème c'est que Aziraphale et Rampa ils sont pas trop d'accord avec ça et donc ils vont essayer de mettre leur petit grain de sel pour faire en sorte que l'antéchrist ne devienne pas si mauvais que ça et qu'il ne provoque pas la fin du monde. Alors si vous connaissez un peu Terry Pratchett et Neil Gaiman, vous vous doutez bien que le mélange de leur univers a créé quelque chose de totalement loufoque et de totalement décalé. Et mon dieu, que c'était chouette. C'est un cocktail de centaines de références plus drôles les unes que les autres, sur un petit ton
un peu sarcastique, un peu ironique, un peu cynique, il y a un peu d'humour noir, franchement c'est un régal. Il y a une utilisation des notes de bas de page qui est extrêmement bien faite et qui ajoute beaucoup d'humour au discours principal. Toutes les allusions à la mythologie de l'Apocalypse et à la mythologie biblique sont hyper drôles. Aziraphale et Rampa, ils sont hyper attachants. Et même s'ils représentent tous les deux le ciel et l'enfer, ils sont pas du tout manichéens, ils sont même très amis à vrai dire. Il y a beaucoup de subtilité dans l'écriture, il y a beaucoup de jeux de mots, il y a beaucoup de jeux avec le lecteur aussi. Mais ça va aborder aussi de manière très subtile des thèmes qui sont plus profonds, puisqu'il y a une critique secondaire de la religion, du culte de la minceur, de la guerre, de la pollution, et notamment avec la personnification des 4 chevaliers de l'Apocalypse. Et du coup, ce qui fait la force de cette histoire, en fait, c'est pas la narration en elle-même, c'est plutôt vraiment l'humour omniprésent dans le récit, avec des situations loufoques, des quiproquos, de la satire, du cynisme. Et en fait, pour la petite histoire, donc les 2 auteurs, Neil Gaiman et Terry Pratchett, ils se connaissent depuis 1985, et ils ont eu l'idée d'écrire cette histoire ensemble. C'est pas du tout leur éditeur qui a eu cette idée, ils voulaient vraiment eux-mêmes le faire ensemble. Et au début, ils se sont répartis les différentes intrigues du livre. Donc Neil Gaiman était chargé, il me semble, d'écrire sur l'Antéchrist et sa bande d'amis. Et Terry Pratchett devait lui faire toutes les intrigues secondaires, donc les personnages secondaires et par exemple les chevaliers de l'Apocalypse. Mais au fur et à mesure, ils se sont rendus compte que ça fonctionnait pas trop d'essayer d'écrire le livre comme ça. Et donc ils se sont inversés les parties. Donc Terry Pratchett s'est mis à écrire sur l'Antéchrist et vice versa. Et au final, ils passaient 1 heure au téléphone par jour à brainstormer. Et en fait, ils s'envoyaient les parties qu'ils avaient écrites sur des petites disquettes. Vous savez, les petites disquettes d'ordinateur. Ouais, vive la modernité. Terry Pratchett était le gardien de la copie maître. Et c'est lui qui regroupait et qui réagençait le récit une fois que Neil Gaiman lui avait envoyé ses parties. Et on va dire que Terry Pratchett a écrit les 3/4, en fait, a réécrit et vraiment mis en place les 3/4 du récit. Il y a des rebondissements que je peux pas forcément vous décrire pour pas vous spoiler, mais qui font qu'on suit un peu l'évolution de l'Antéchrist même. À chaque fois qu'il dit quelque chose, ça se réalise dans le monde et il dit des choses mais qui sont totalement barrées, qui se mettent à se réaliser. Enfin, c'est comme si par exemple tous vos délires de quand vous étiez enfant, quand vous aviez 9-10 ans et vous disiez ah ce serait top si je sais pas mon chien savait voler et que votre chien il se mettait à voler et c'est que des trucs comme ça mais encore plus barrés et c'est absolument incroyable à lire. Je pense que notamment les lecteurs qui sont particulièrement sensibles à l'humour anglais vont bien aimer ce livre qui se passe en Angleterre et qui est donc écrit par 2 auteurs anglais. Si par contre c'est pas votre délire, bah peut-être que vous vous direz mais en fait Mathilde elle a un humour de merde et c'est pas du tout drôle. Je dirais que le seul défaut que je lui trouve c'est la longueur de la fin. Pendant tout le livre qui fait un peu plus de 400 pages, ça va être un peu sur la même lignée, sur le même ton d'humour. Et en fait c'est top, au début c'est hyper surprenant, au début on est là, on rigole et tout, mais au bout de 300 pages, on s'installe un peu dans une routine et c'est un poil moins surprenant. On y devient un peu moins sensible et du coup l'écriture est un tout petit peu plus lourde. En plus la fin a été assez expéditive pour moi, j'ai pas trop compris, franchement à la fin j'avais du mal à suivre. C'était une résolution un peu facile et en même temps hyper bizarre. Genre vraiment à la fin j'étais en mode ah ouais ok, j'arrivais pas du tout à visualiser et à m'imaginer ce qui était en train de se passer. Donc pour le coup la fin j'étais pas très fan, mais c'est vraiment les dernières pages puisque je vous dis bah elle est expéditive. L'histoire se passe principalement sur 3 jours il me semble, avec des grandes parties sous-découpées avec un nom de jour, par exemple samedi, dimanche, etc. Et on va suivre beaucoup de personnages différents avec beaucoup de changements de narration différents et personnellement ça m'a pas trop dérangé mais je pense que pour certaines personnes ça peut être très difficile à suivre et on peut être très vite perdu dans tous les changements de personnages, dans tous les changements de narration. Donc personnellement ça m'a pas trop gêné, j'aimais même bien toujours suivre des personnages différents parce que ils sont très bien construits et au niveau de la représentation de la nature humaine etc. j'ai trouvé que c'était ultra pertinent, très lucide et subtil. Mais je pense que beaucoup de personnes peuvent se sentir perdues et je comprendrais totalement pourquoi. Donc voilà, c'est une lecture que je vous conseille vraiment beaucoup si vous aimez l'humour british, que vous aimez un peu l'humour noir, le cynisme, etc. Même si on peut avoir un petit goût d'inachevé à la fin et qu'on se dit que les 2 auteurs auraient pu pousser encore plus loin leur histoire. Et je sais qu'il y a des adaptations cinématographiques qui n'ont pas abouti en fait ces dernières années, notamment une je crois avec Johnny Depp etc, mais que c'est quand même un projet qui revient sur la table et par contre je pense que ça ferait une série ou un film absolument génial, genre hyper drôle et l'histoire elle est visuellement
très prometteuse. Je pense qu'au niveau de l'image, de l'imagerie du cinéma, je pense qu'on peut faire des trucs absolument ouf. Et avec ce côté un peu apocalyptique mais complètement loufoque et barré, ça fera un truc vraiment stylé. J'espère que vous aimez l'apocalypse, puisque pour le troisième livre que je vais vous présenter, on change pas de thème. Puisqu'il s'agit de Extincta de Victor Dixon. Alors, vous avez dû voir fleurir des centaines et des centaines de milliers de chroniques sur ce livre, puisque Victor Dixon, en général, il fait beaucoup de communication et c'est un auteur qui est très apprécié dans le milieu du young adulte. Et j'avoue que je suis très faible, puisque je me suis laissée tenter par ce livre parce que je trouvais la couverture hyper belle. Je sais pas si vous voyez que les reflets, etc. Je la trouve vraiment hyper stylée et je sais que dans tous les cas, le travail éditorial des livres de Victor Dixon est toujours très bien fait, genre Cogito aussi, il est hyper beau. Alors au cas où si vous savez pas de quoi ça parle, petit résumé rapide, on est donc dans un futur assez lointain où tous les animaux ont disparu suite à ce qu'on appelle le grand effondrement, suite à des catastrophes climatiques. Et l'histoire commence à Viridienne avec notre personnage principal qui s'appelle Astrea, c'est ça, Astrea, qui est une jeune suante, et comme beaucoup d'univers un peu dystopiques, il y a une division de la société en classes, donc suante évidemment c'est le bas du bas. Et en parallèle on va suivre Océrian qui lui fait partie de la caste des Apex, qui est la caste la plus élevée du royaume, donc c'est un peu le style la royauté quoi. Alors évidemment dans l'univers de Dixon, les Apex sont incroyablement beaux, ils ont des cheveux et des yeux violets, ils sont très powerful, ils ont le sang pur, enfin vous voyez le top du top quoi. Et lui il déteste sa vie au royaume, il n'a qu'une envie, c'est de se barrer puisque son père veut le marier à une princesse qu'il ne connaît pas d'une autre famille royale. En fait, toutes les familles royales représentent un peu des catégories de créatures. Donc Océrian et sa famille, c'est le milieu de la mer. Il y en a d'autres qui vont être, par exemple, les oiseaux, les rapaces, etc. Évidemment, Océrian et Astrea vont finir par se croiser. Et en fait, dès le début du livre, on sait que leur monde va arriver à son terme et que l'apocalypse va arriver dans 255 heures. Et donc chaque chapitre correspond à un niveau du décompte. Donc au début on a 255 heures, ensuite 200 heures, ensuite ça continue, ensuite on va être genre un jour avant, etc. Mais on sait qu'à la fin, l'apocalypse va arriver. Donc on se demande, ok merde, qu'est-ce qui se passe? Alors, c'est le premier Victor Dixon que je lis. Je suis pas trop littérature young adulte en général, mais je me suis dit que j'allais tester, parce que j'avais envie de tester un peu la plume de cet écrivain. Mais franchement, j'ai pas été convaincue. J'ai vu beaucoup de critiques positives sur ce livre. Mais après, moi, je vais vous donner mon avis, mais je suis pas la cible, en fait, normalement, de ce genre d'ouvrage. C'est pas le genre que je privilégie dans mes lectures. Donc vraiment, c'est hyper subjectif et je pense que ça peut plaire vraiment énormément à ceux qui aiment le genre fantasy young adulte, parce qu'il y a énormément de bonnes idées dans l'ouvrage. Moi, ce que j'ai un peu reproché, c'est simplement les facilités scénaristiques et un peu la plume assez pauvre je trouve de l'auteur. Puisque je trouve quand même que les facilités scénaristiques elles sont un peu grosses quoi. Les personnages en fait ils changent d'avis comme ça vraiment. Avant ils pensaient à un truc et c'était en mode oui je pourrais mourir limite pour défendre cette conviction, jamais de la vie je ferais ça, je pourrais me battre et tout. Et en fait à un moment pour que ça facilite le rebondissement il va se dire ah en fait je suis chaud, je veux bien le faire. Franchement, j'ai trouvé que c'était un peu facile quoi. Personnellement, je déteste quand les écrivains arrêtent pas de nous répéter à longueur de temps que leur héroïne est super belle, que leur héroïne a un putain de charisme, oh wow, elle a une aura, machin. Genre vraiment à longueur de récit, il arrête pas de nous dire à quel point Astrea est belle, à quel point elle est musclée, à quel point elle est forte, à quel point elle est athlétique et à quel point Océrian est beau et machin. Et au bout d'un moment, bah, on a compris quoi. T'es pas obligé de nous répéter tout le temps que ton héroïne est belle, et du coup je kiffe que les écrivains nous créent des héroïnes badass, ça c'est trop stylé puisque Astrea est quand même très forte, mais ils se sentent obligés à longueur de temps de nous répéter à quel point l'héroïne est belle, à quel point elle est gracieuse et féminine quand même, parce qu'il faudrait pas que notre héroïne badass elle soit un peu trop masculine et qu'elle soit pas fraîche, hein, parce que sinon je sais pas, peut-être qu'ils se disent que ça dessert leur récit, j'en sais rien. Je trouve que ça n'apporte rien à l'histoire. Tu peux nous dire que ton héroïne plaît physiquement, puisque par rapport à
la manière dont les gens se comportent avec elle, par rapport à la manière dont elle peut utiliser ses charmes. Ça peut être très utile dans l'intrigue, mais c'est juste nous dire qu'elle est belle pour nous dire qu'elle est belle, bah on s'en fout quoi. Et ça m'a fait un peu lever les yeux au ciel quoi. Après de nouveau c'est que mon opinion, l'idée reste sympa, ça se lit bien. C'est assez divertissant, mais un peu comme vous savez les films que vous regardez, vous savez que c'est pas de la grande qualité, mais juste ils vous divertissent, c'est pas désagréable, et bah c'est un peu ce que j'ai ressenti avec ce livre. L'univers que a créé Victor Dixon est quand même très riche et très intéressant, notamment le fait que chaque humain prenne pour emblème un animal, une créature, ça permet de connecter leur monde un peu apocalyptique avec notre monde réel, puisque nos animaux existent encore, heureusement. C'est, je pense, quand même un très bon livre par rapport à tout ce qui est enjeu climatique, puisque ça met en lumière et ça dénonce nos comportements actuels par rapport à l'exploitation des richesses, par rapport à l'épuisement des ressources terrestres, etc. Avec en prime bien sûr le penchant pour l'homme pour la domination absolue et la quête du pouvoir absolu, on adore. La morale est bien réfléchie et bien pensée, du style et on n'apprendra jamais de nos erreurs et c'est un fléau pour l'humanité. Voilà, c'était pas une mauvaise lecture, c'était pas non plus une bonne lecture puisque c'était un peu trop léger au niveau de l'intrigue et de la plume. Pareil, la plume, il y avait rien de ouf par rapport à ce que j'ai pu voir dans d'autres livres young adultes quand même, mais ça reste divertissant, ça reste un bon livre je pense au niveau des thèmes qui sont abordés et au niveau de l'univers qui a été créé, mais voilà, rien de spécial. Et si on finissait en beauté avec un roman graphique que j'ai adoré. Il s'agit de L'Art du Sushi de Frankie Alarcon. Et ce roman graphique était hyper intéressant, vraiment j'ai adoré le lire, c'était hyper enrichissant. On va y traiter de la fabrication du sushi, donc notamment avec un grand maître sushi, mais aussi un autre maître sushi qui veut moderniser le sushi et le rendre beaucoup plus abordable pour les jeunes, etc. Un peu la confrontation entre le traditionnalisme du Japon et la volonté de modernité qui est apportée par les jeunes. Et en fait c'est une sorte de récit presque autobiographique puisqu'on va suivre Frankie et ses amis, donc son producteur, sa photographe et il me semble leurs conjoints respectifs, qui va justement partir à la découverte de ces grands maîtres sushi au Japon. Et la BD va justement relater leurs aventures, donc ce sont les personnages principaux de ce roman graphique et on va simplement suivre leur rencontre avec voilà, des maîtres sushi, avec aussi des fabricantes de sabres pour découper le poisson, avec des pêcheurs, avec quelqu'un qui fait de la poterie puisque sa poterie est utilisée pour servir le saké dans un grand restaurant. Voilà, plein en fait d'aussi artisans annexes à la fabrication du sushi qui sont nécessaires pour voilà, la pratique de cet art et c'était hyper intéressant. Il y a des explications notamment sur les formes du sushi, sur la manière de le préparer, sur la manière de le cuisiner, sur la manière traditionnelle de le pêcher et de le tuer pour conserver la qualité de la chair, la qualité des arômes, comment mariner le sushi, comment aussi créer les algues. Il y a pas mal d'explications sur la production de saké qui était aussi très intéressant. Et donc en fait il y a un mix entre le suivi de leurs aventures, donc leur pérégrination au fil des producteurs, et vraiment des fiches un peu explicatives comme ça. Et c'était vraiment passionnant, on y découvre plein de personnalités différentes, on y découvre un peu comme un documentaire des processus de fabrication, on y découvre la manière de pêcher le poisson, de fabriquer des plats, etc. Les dessins sont agréables, c'est pas mal de mix entre du noir et blanc et des couleurs pour justement mettre en exergue les différents sushis. J'espère que vous voyez bien. Et c'était vraiment très intéressant et notamment il y a des recettes à la fin qui nous aident à préparer un peu des choses qui sont citées dans le roman graphique et ça j'ai trouvé ça hyper intéressant. On peut faire du shirashi, on peut faire du poulpe au thé vert, on peut faire du temari, on peut faire du sasa sushi, du macro, sushi au macro et il y a même une recette de morito au saké, donc c'est hyper stylé. Et vraiment, si vous aimez la cuisine et que vous aimez le Japon, je recommande à 1000% parce que c'était vraiment très agréable. Et je sais que Frankie Alarcon a aussi fait une BD sur le monde du chocolat et j'ai très envie de me la procurer. Si vous aimez le Japon, vous allez passer un très bon moment
et croyez-moi, c'est plus léger que Tokyo Vice. Et voilà, c'est tout pour moi pour cette chronique Fauconesque. Donc comme vous avez pu le voir, 3 très bonnes lectures et une un peu plus mitigée, mais pour le coup parce que je ne suis pas trop le public, donc je pense pas que mon avis soit le plus peut-être pertinent. Mais n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu ces livres, ce que vous en avez pensé, si vous aussi vous avez eu le même avis que moi ou si au contraire vous n'avez pas apprécié. Je sais que De Bons Présages a des avis qui sont en général assez divergents, donc ça m'intéresserait beaucoup d'en discuter avec vous. Dites-moi aussi si vous avez des recommandations par rapport à justement ces livres, notamment sur le Japon, etc. Puisque en ce moment, voilà, je suis dans une phase où j'aime lire des livres sur le Japon et pas mal la Corée aussi, donc un peu influence asiatique. Donc je suis hyper preneuse si vous avez des recommandations livresques. Et en attendant, j'espère que vous vous portez bien dans cette période, j'espère que vous arrivez à prendre du temps pour vous, j'espère que vous arrivez à prendre du temps pour lire, j'espère que vous avez fait de belles découvertes et que beaucoup vous attendent encore, et je vous dis à la prochaine. Et moi je m'en vais continuer le livre dont tout le monde parle en ce moment. J'ai nommé Anne de Green Gables. Allez, salut!